Super, nous avons notre modérateur, hein, Monsieur Thibault. On va parler de financement. Est-ce que j'ai les panélistes dans la salle? Pas du tout. Il y en a deux déjà? Trois. Monsieur Silo Samé? Je vous invite à rejoindre le podium. Monsieur Nour Ndiaye. Madame Goudry Perkins? Monsieur Jean-Michel Huet? Je ne vois pas. Madame Le Coguic? Rima? Ah, pour une fois que j'étais contente d'avoir deux dames. Vous ne pouvez pas faire une petite opération magique pour... Alors, vous êtes monsieur? Et le modérateur hein, de cette session, c'est monsieur Thibault de Strategic Scout. Parfait. Alors, je vais vous inviter à presser le pas parce que nos panélistes sont déjà installés et nous allons commencer. Il est 12h05, donc on va jusqu'à 13h05, en veillant à laisser une dizaine de minutes pour les échanges avec la salle. Et je vais donc passer la parole à monsieur Thibault pour la modération. Vous pouvez applaudir nos panélistes. Ils vont parler de financement. Merci. Bonjour, donc je suis Jean-Jacques Thibault, je suis le président d'un cabinet d'aménagement numérique du territoire qui s'appelle Strategic Scout. Et donc nous intervenons notamment sur des projets de type PPP. Donc nous avons assisté l'État du Gabon dans la passation de son PPP du backbone national. Nous intervenons aussi sur des problématiques d'ouverture de marché sur un certain nombre d'États, de manière à ce que, effectivement, qu'il y ait des conditions favorables à l'investissement. Voilà. Pour introduire le propos, je voudrais citer un illustre prédécesseur du ministre des Finances actuel, qui s'appelait le baron Louis. Donc, le baron Louis disait donc, au début du 19e siècle, « Faites-moi des bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances ». Donc ça, c'est quelque part un point qui peut être transposé aujourd'hui en disant « Faites-moi de bonnes stratégies, faites-moi de bons projets et je n'aurai pas de problème pour les financer ». Donc voilà, donc ça c'est peut-être en introduction. Sinon, effectivement, les sujets qui se posent, c'est effectivement la répartition entre les financements publics et financements privés. Là, j'ai pu voir que dans le projet Sénégal numérique, les financements étaient a priori 73% privés, 17% publics et 10% en partenariat public-privé. Donc ça, c'est un élément intéressant. Ensuite, quand on parle de numérique, donc effectivement, il y a les infrastructures, mais il y a les usages. Donc il y a bien ces deux dimensions qu'on doit évoquer, sachant que les infras, c'est beaucoup de CAPEX et bon, de l'OPEX aussi, mais effectivement, ce qui est caractéristique des usages, c'est qu'il n'y a peut-être pas tellement de CAPEX, mais beaucoup d'OPEX. Alors, enfin, si vous voulez, ce que je demanderai à chacun des panélistes, c'est d'identifier les freins qu'ils rencontrent dans leur expérience, dans leur réflexion sur le financement numérique. Et donc, les freins, on en a déjà beaucoup parlé dans le panel précédent, c'est des freins de nature réglementaire, de taxation, peut-être effectivement des freins tout simplement tenant à la stratégie. Et enfin, donc, là on l'a évoqué hier, bon, quelque chose qui s'appelle l'aversion au risque, qui peut être aussi un élément qui peut être mis en avant. Voilà, donc je vais demander... attendez, peut-être... pour être sûr de ne pas me tromper dans les noms. Oui, je demanderai donc à Florence Goudry Perkins, donc de Digital Health, de commencer sa réflexion, notamment justement sur les risques que feront poser certaines stratégies sur le financement. Merci. Bonjour à tous.
Alors, je vais, de mon côté, me concentrer un petit peu, parce qu'il y a plusieurs aspects, comme on l'a vu ce matin, plus sur l'aspect financement des usages, ou ce qu'on nous disait ce matin aussi, le contenu. J'ai passé 7-8 ans, en fait, avec le groupe Alcatel-Lucent Nokia. Et donc, j'ai beaucoup travaillé à l'époque. J'avais un poste dans les affaires gouvernementales et j'avais pour rôle le lien avec les banques de développement et les financeurs. Donc j'ai longtemps étudié la question des financements sur l'infrastructure qui certes est très complexe et il y a encore de nombreux challenges, comme l'a évoqué le DG de l'ANSUT aussi ce matin. Il faut-il encore couvrir tous les territoires et réduire le prix de l'accès à l'Internet pour que tout le monde y ait accès. Mais comme le disait très justement le ministre des Télécoms de Colombie il y a quelques années, il n'était pas très inquiet au fond sur cette question parce qu'il disait très simplement et joliment, disons, c'est des ingénieurs qui parlent avec des ingénieurs. Je ne suis pas très inquiet. Et en revanche, lui avait développé un plan formidable pour la Colombie. Donc l'Internet était là, à un prix correct, mais les gens ne s'abonnaient pas. Donc il a fait le tour. Et on lui répondait, entre autres ces PME, mais il n'y a pas de contenu qui nous intéresse. Donc c'est un vrai problème. Et là, sur le contenu, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut que plusieurs secteurs en fait arrivent à travailler ensemble. L'idée est un peu de casser les silos. Alors dans mon cas précis, je suis très investie et passionnée depuis de nombreuses années en fait sur l'aspect de la santé digitale en particulier. Donc je vais m'appuyer un petit peu sur des exemples concrets, mais qui, je pense, les propos que je vais avancer aujourd'hui s'appliquent sur les autres sujets comme l'éducation, l'agriculture, etc. Certains d'entre vous connaissent peut-être la commission du haut débit ou bien the Broadband Commission qui a donc été créée en 2010, présidée par le président Kagame et Carlos Slim. Et on a publié cette année un rapport qui se penche justement sur ces questions, c'est-à-dire l'eau qu'on met dans les tuyaux, soit le contenu, et en particulier on a choisi de se concentrer sur la santé digitale. Et on a essayé de comprendre, on a fait une étude globale et on a choisi 8 pays qui étaient arrivés à passer à l'échelle, qui étaient arrivés à harmoniser, à créer des cadres d'interopérabilité et on a essayé de comprendre comment ils y étaient arrivés. Et ce dont on s'est aperçu, et c'est ce qu'on explique dans le rapport, c'est que ces pays-là, donc j'en cite quelques-uns, le Rwanda, le Nigeria, la Malaisie, Philippines, Norvège, Estonie et le Canada, on a pris aussi, ils sont arrivés à totalement casser le silo entre le ministère des Télécoms, l'agence au gouvernement et le ministère de la Santé. Alors par casser silo, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça va très loin en fait, c'est qu'il y a des modèles de gouvernance qui se mettent en place par lesquels le ministre de la Santé et le ministère des Télécoms co-président une stratégie santé digitale. Pourquoi? Parce que c'est des et on va venir à la question des financements, c'est un co-investissement en fait. Quand on investit sur une stratégie nationale sur un contenu tel que celui-là, il faut impérativement l'expertise des docteurs, donc le ministère de la Santé, et une expertise technique très forte qui, en général, dans un gouvernement, va se trouver dans l'agence au gouvernement et le ministère des Télécoms. Seulement, c'est très, très compliqué. Tous les pays qui y sont arrivés nous l'ont dit. Le Rwanda, qui nous a aidés quand on a publié le rapport à Mobile World Congress, nous nous a demandé une persévérance phénoménale que d'engendrer cette coopération très forte, parce que ça va bien au-delà du steering committee, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de travail qui se forment sur l'interopérabilité, sur les standards, sur les lois, où vous avez des experts des deux ministères. Donc ça, c'est un challenge. Maintenant, pour en venir au financement, ces stratégies santé digitale, quand on pense santé digitale, on pense à des applications en santé, etc., etc. C'est bien plus compliqué que ça, et quand on construit une stratégie, on voit que la moyenne d'un investissement pour un pays va de 35 millions à peu près à 70 millions de dollars sur 5 ans pour construire les piliers et les cadres d'interopérabilité des lois, les routes qu'il faut en fait pour que les bicyclettes, les voitures et les bus, qui sont les applications e-santé, puissent proliférer et passer à l'échelle. On parle beaucoup de start-up depuis ce matin. L'innovation, c'est formidable, mais en tout cas, dans le cadre de la santé digitale, je peux vous dire que c'est un chaos phénoménal. Qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de start-up qui ne vont nulle part parce qu'il n'y a pas ces routes qui ont été construites. Le gouvernement a un rôle fondamental à jouer là-dedans. Maintenant, le rôle des financeurs là-dedans, et je baigne dedans parce que ça fait partie des éléments fondamentaux pour qu'on arrive à passer à l'échelle ces usages et ce contenu, ils ont, les banques de développement de manière générale, c'est elles que je connais bien. Je sais que l'AFD, vous avez certainement en parlé, a avancé pas mal sur la Tunisie, sur un cadre pareil, un petit peu plus institutionnel sur le contenu.
Mais c'est un phénomène qui est assez nouveau parce qu'en fait, de manière générale, les financeurs ont beaucoup aidé à cette fragmentation qui existe aujourd'hui parce que chacun finance un bout du puzzle. Alors, on se retrouve avec 10 plateformes sur la santé maternelle comme au Mali où la data ne se parle pas entre elles. On a en Ouganda 3600 applications e-santé. Les financements sont pas harmonisés. Donc, il faut que les banques de développement, même titre que les gouvernements évidemment développent ces stratégies, c'est le cas, il y en a déjà 51% des pays en Afrique qui ont développé ces stratégies. Seulement, d'écrire une stratégie de 30 pages, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut développer un plan d'action sur 5 ans qui doit être financé. Ça coûte cher. Et il faut que les banques de développement se saisissent de cette dernière tendance, je dirais, parce que c'est une tendance quand même, c'est une maturation de l'écosystème, où on en arrive à cette conclusion aujourd'hui, qu'il faut financer ces cadres. Et ces cadres, certes, il y a la stratégie numérique du pays, mais quand on la regarde, et quand on regarde la stratégie santé à l'intérieur de la stratégie numérique globale, en général, c'est une page, et il n'y a pas eu une vraie concertation totale et complète entre les ministères sur cette question. Voilà, et je voulais juste en dernier lieu citer, je ne sais pas si Michel Rogui, ici, il est là, féliciter la Banque mondiale parce qu'elle va aussi dans cette direction. La Banque mondiale a financé assez récemment un gros projet au Gabon pour 50 millions de dollars et ils ont cassé le silo finalement entre le département ICT et santé à l'intérieur de la Banque mondiale et travaillé conjointement pour ça. Donc c'est un bon signe, je pense qu'on est au début de quelque chose mais qui a besoin d'être largement développé parce que la demande, ce qu'on appelle l'eau, si on n'en met pas, ça va limiter aussi le développement de ce qu'on appelle les tuyaux. Et le nombre de gens que j'ai rencontrés sur le terrain, des DG à l'époque où je travaillais plus sur l'infrastructure, qui me disaient mais nous on a développé ces tuyaux ou ces plateformes, mais elles ne sont pas utilisées. Donc c'est extrêmement important pour le bon développement du haut débit et de l'Internet qu'on se concentre également sur comment développer à l'échelle ces contenus. Et les startups, c'est très bien, mais ça ne résout pas tout. Le gouvernement et les financeurs ont un gros rôle à jouer pour ce passage à l'échelle. Merci beaucoup. Merci Florence. Donc, je vais donner la parole à Robert Martin Silosamé. Donc, dans les échanges que nous avons eus pour préparer cette table ronde, donc, j'ai retenu deux choses. Le modèle vertueux. Donc, il y a un modèle vertueux de financement. Quel est-il ? Et quelque part, ce que j'avais compris de ce que vous aviez dit, c'est que finalement, le secteur privé peut financer beaucoup à condition qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de frein de ce point de vue-là. Donc d'ailleurs, de manière générale, Florence l'a fait, mais c'est important que chacun de nous puisse exprimer ce que sont les freins tels qu'il les ressent dans son domaine de spécialité. Merci, bonjour à tous. Je suis venu en dernier, donc je vais essayer de prendre le fil. En fait, je pense que la plupart des intervenants parlent toujours de la même chose. On a l'impression que le numérique se limite aujourd'hui aux applications. Et c'est un peu dommage parce que c'est un peu court de voir les choses comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous tous, tous les Africains ont maintenant un téléphone, ils savent compter de 0 à 9. Donc ça, c'est l'économie normale. Pour appeler, on a 10 chiffres, on appuie rapidement. Mais on est passé dans une autre phase que nous appelons économie numérique et qu'on appelle économie exponentielle. Pour compter avec l'exponentielle, c'est difficile de le faire. Et ce passage de l'un à l'autre, c'est ça la problématique aujourd'hui, pour ma part, dans le financement de l'économie numérique. Pourquoi ? Parce que la question qu'on doit se poser, c'est comment arriver de façon concrète à mettre en place un système de financement vertueux et qu'on peut perdurer dans le temps. Et donc, ceci passe par quoi ? Quand on regarde un peu tous les écosystèmes du numérique, quand on dit un écosystème du numérique, ça n'existe pas. Parce que si on prend le cas spécifique dont tout le monde parle d'habitude, où il y a la grande bataille entre les opérateurs, les banquiers, ainsi de suite, qui est en fait le mobile banking et le mobile money aujourd'hui en Afrique, à l'intérieur, il y a 11 écosystèmes. Je ne vais pas détailler en fait ces écosystèmes parce qu'il y a d'une part les usagers qui sont d'un côté et puis il y a toute la panoplie de la banque, des systèmes d'information, il y a la partie intelligence artificielle, la big data, il y a la partie distribution et ensuite il y a l'intermédiation où interviennent maintenant les applications. Et donc le problème qui se pose aujourd'hui dans le financement de l'économie numérique en lui-même peut être problématique pour ce qu'on appelle l'infrastructure, les opérateurs. Vous n'allez pas demander à M. Metling qui était là tout à l'heure, ou à MTN, comment ils vont financer les infrastructures. Ils savent le faire.
aujourd'hui, c'est que l'économie numérique dit deux choses. Il y a un monde qu'on appelle la technologie, qui est les infrastructures, toute la technologie, ainsi de suite. Et il y a le monde d'après qu'on appelle le monde de l'économie et du social. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'agriculture, qui veut aller au marché, quelqu'un qui veut marcher, qui veut vendre quelque chose dans sa vie au quotidien, la sécurité. Comment on fait le lien entre les deux? C'est ça le problème. En fait, la plupart des gens qui se lancent dans l'économie entre guillemets numérique qu'on considèrent aujourd'hui dans les applications, vont dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc, du coup, business case, ils ne savent pas ce que c'est. Le business model, ils ne savent pas. Donc, du coup, même pour lever les fonds, ils n'arrivent pas à le faire. Donc, moi, dans notre cabinet, si ça remarque, nous, on pense que la problématique de l'économie numérique en Afrique ne se pose pas en termes de financement. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande à Google ou à Facebook comment ils financent, il y a des objets très simples, parfois, qui s'appellent intelligence artificielle, c'est-à-dire 80% des Africains laissent des traces partout sur leur téléphone. On sait en temps réel où ils sont, ce qu'ils font. Il y a cette partie-là qu'il faut monétiser de façon très forte parce que de toute façon, le problème qui se pose, c'est que les grands groupes, entre guillemets, monsieur Mettinier est parti, tels que Orange, ont du mal à partager la valeur. Or, dans l'économie numérique, ceux qui créent de la valeur, ce sont des petits groupes. C'est les gens qui sont tout proches de la population, qui connaissent leurs problèmes et qui peuvent le transformer en digital. Maintenant, le Last Mile, comment mettre en place un business model qui tient compte de tous les acteurs de l'écosystème et qui, en fait, diffuse la valeur de façon équitable, ça, c'est le rôle du régulateur. Et comme les régulateurs sont très faibles en Afrique, ils sont vraiment très faibles, ils sont pratiquement absents, c'est là où se trouve le problème de l'économie numérique. On ne s'est jamais posé la question comment le mobile money est financé. Il se finance tout seul. On n'a pas besoin d'injecter de l'argent. Ben, j'ai mon ami qui est ici, M. Mbengue, qui est en Côte d'Ivoire, qui fait un travail formidable. C'est 12 milliards de francs CFA de transactions par jour. Ces 12 milliards, si on regarde bien, sont quelque part, c'est les banques qui l'ont. Ils le prêtent à quelqu'un. Quand ils le prêtent à quelqu'un, ils prennent 2-3%. Il suffit de prendre 1% et de dire, OK, ceux qui sont dans l'intermédiation des applis, ainsi de suite, on leur donne les 1% et c'est financé, c'est tout seul. Donc, ce qu'il faut, d'abord, avant tout, c'est l'éducation de l'écosystème en entier. À partir du moment où on éduque l'écosystème, on va parler de la Banque mondiale, l'AFD qui fait un travail formidable autour de l'agriculture, autour de l'éducation, ainsi de suite. Tous ces pans de l'économie qui sont en fait les secteurs verticaux ont besoin d'être digitalisés. En le digitalisant, en prenant vulgairement moins de 0,15 centimes d'euros dans le mois, en Afrique, on arrive à financer l'économie numérique. Donc, en résumé, c'est d'abord l'éducation de l'écosystème en lui-même qu'il faut faire pour pouvoir avoir un financement vertueux avec l'aide de la régulation qui comprend, comment ça fonctionne, mais surtout qui répartit équitablement la valeur. C'est-à-dire, ce n'est pas que les opérateurs qui doivent en bénéficier, mais aussi les petits marchands qui sont dans l'informel. Voilà mon propos. Merci beaucoup pour ce plaidoyer pour l'économie libérale et donc le fait qu'on donne leur chance à tous les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le numérique. Alors je vais passer peut-être un peu peut-être en provoquant d'ailleurs à Luc Messinimbassi, qui est conseiller TIC du Premier ministre Congo. Et si j'ai bien compris, vous êtes aussi directeur du haut débit au sein du régulateur. Donc là, vous avez eu quelques banderilles là, sur le rôle du régulateur. Donc ça serait intéressant que vous réagissiez. Mais globalement, quand on a quand on a échangé pour préparer cette réunion, vous aviez exprimé quelques, disons, doutes sur la pertinence des PPP, mais enfin, je veux être sûr d'avoir bien compris. Mais enfin, en tout cas, comment est-ce que vous voyez donc de votre fenêtre de l'État congolais, quels sont vos moyens d'action en termes de financement et qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire dans le domaine des financements des projets numériques? Allô, merci. Merci. Allô, merci pour la parole. Bon, oui, tous les régulateurs africains ne sont pas faibles. Non, je ne vais pas l'admettre ici. J'en connais beaucoup, au-delà du Congo-Brazzaville, qui régulent très bien leur marché. On le voit aussi par
la capacité à ce secteur à générer beaucoup d'argent et la bonne santé des opérateurs et de tous les autres acteurs du secteur. Bon, après, on a des problèmes partout, ça ne manque pas. Et pour finir sur ce point, il ne faut pas perdre de vue que nos régulateurs sont appelés à s'adapter au rythme de l'évolution du secteur. On parle aujourd'hui de mobile money, mais les textes de loi qui existent, quand on les établissait, il n'y avait pas ces problématiques qui sont liées au contenu et aux usages du numérique. Donc, il ne faut pas très vite tirer sur les régulateurs. Je pense que c'est trop facile. Maintenant, pour revenir sur le financement, moi, je pars du principe, par expérience, je crois que j'ai je pense en Afrique, une expérience suffisante pour dire ce que je vais dire, c'est qu'il faut qu'on arrête d'abord d'endetter lourdement les États. Parce que jusqu'à présent, on a pensé que mettre la fibre partout, c'était la solution. On a injecté beaucoup d'argent dans les infrastructures. Mais quand on regarde, quasiment, on est aujourd'hui à entre 5 et 10 ans, le résultat de cet investissement est très faible. Parce que souvent, la gestion de ces réseaux, parce que parfois, les lieux où nous avons construit, même la construction même, ne s'est pas passé comme il se doit et on se retrouve avec un investissement qui n'est pas rentable. Donc je pense que le premier problème, il est là et ça remet en question le rôle de l'État dans l'endettement. Et aujourd'hui, il faut trouver d'autres moyens, notamment, et là je peux dire par le biais d'une bonne régulation, d'une bonne réglementation, inciter les privés à pouvoir investir. Moi je vois, quand je suis arrivé sur le continent, on parlait il y avait encore des choix politiques à faire. Est-ce qu'il fallait laisser l'opérateur privé investir dans les câbles sous-marins ou pas? Est-ce qu'il fallait que l'État emprunte ou investisse directement dans ces infrastructures? Et quasiment tous les pays africains ont opté pour un investissement public, que ce soit par la Banque mondiale, par la BAD, par d'autres fonds. Ça reste des prêts, ça reste un financement public. Et aujourd'hui, quand on fait un constat, on se rend compte que tous les opérateurs, quasiment une bonne partie d'opérateurs publics ont le monopole sur l'Internet. Et donc, vous voyez, et la conséquence, c'est que la rentabilité de cet investissement est faible. Donc, je pense que le message, c'est de dire qu'il faut penser des mécanismes qui facilitent un peu la rentabilité. On l'a souvent oublié. J'ai entendu parler ce matin de couverture sur tout le territoire, mais même en France, quand on parle d'une couverture dans les zones blanches, c'est périodique. On essaie de le faire. Une fois qu'on a couvert les zones rentables, on va, avec l'appui de l'État, dans le cadre, par exemple, des plans spécifiques, financer ces zones-là. Donc ça, je pense que le premier problème que nous avons, il se situe là. Le deuxième, c'est de ne pas comprendre qu'on est dans un monde intelligent et qu'il ne suffit pas d'écrire des stratégies. Tout à l'heure, je suis content d'entendre qu'on a beaucoup de stratégies en Afrique. Hein. Moi, j'en ai fait pas mal, mais qui ne sont parfois pas financées, pas applicables. On arrive, on dit, il faut mettre le très haut débit partout, il faut telle application, et on a du mal à les adosser sur le domaine de développement économique classique, standard. Parce que le numérique reste un outil, un catalyseur pour améliorer la production, dans la productivité, la qualité, créer de la richesse dans d'autres secteurs d'activité. Et le fait de ne pas faire ce lien, souvent on bloque les financements parce que, je prends l'exemple de la santé. Vous allez prendre un budget de l'État, excusez-moi de parler surtout du budget d'État, parce que je représente quand même l'administration publique. Vous allez prendre un budget de l'État, on va vous mettre 10 milliards pour l'éducation, on va mettre 10 milliards pour la santé. On va mettre 10 milliards pour l'agriculture. Et pour le numérique, on va mettre 5 milliards. Or, quand on regarde dans le détail, la plupart de budgets de fonctionnement et une grande partie est une partie pour les outils informatiques, les systèmes la communication, alors que si on avait mutualisé ces ressources dans une vraie stratégie nationale pour dire, bon voilà, tout ce qui touche par exemple le numérique, tout ce qui touche les systèmes d'information va être centralisé au sein d'une haute agence de l'informatique ou des systèmes d'information. Et vous allez voir qu'on gagne plus et on peut mieux contrôler et on ne dépense pas bêtement. Et donc, moi, je pense que le fondement, c'est ça, c'est la stratégie, la conception de nos projets, de nos financements. Après, comment on gagne? J'entends les opérateurs crier, oui, en taxe, mais moi, je prends l'exemple du Congo-Brazzaville. Pendant 6 ans, les opérateurs, malgré les taxes, malgré les redevances, étaient en pleine croissance. Leur chiffre d'affaires n'arrêtait pas de croître. Donc, quelque part, il faut être
juste honnête de se dire que si ils sont en train de faire du chiffre d'affaires, l'État a le devoir de récupérer, mais intelligemment. On ne va pas non plus taxer parce qu'il faut taxer, mais on va taxer parce qu'on a besoin que l'État diversifie son économie, on a besoin que l'État ait des entrées, et on voit un secteur qui produit, un secteur qui se porte bien, on essaye d'aller trouver quelque chose dans ce secteur-là, tout en évitant d'écraser le secteur-là. Par exemple, je prends le cas, depuis la chute du prix du baril, le secteur du numérique perd 25-30% du chiffre d'affaires. On ne va pas aller chercher les sous à cet endroit-là bêtement. Donc, il faut mettre en place de nouveaux mécanismes. Nous, on pense à des systèmes de fonds, des fonds souverains qui vont servir là à financer aussi ces... Bon, j'aime pas trop le terme start-up parce qu'en Afrique, il suffit que vous levez un jour, vous savez programmer, vous devenez créateur d'une start-up. Mais financer des entreprises qui peuvent aujourd'hui être utiles pour les besoins de la société. Et donc, on peut partir en partie de ces financements locaux et par le biais des partenaires, penser à accompagner effectivement toutes les entreprises qui se créent. Mais à la base, je pense qu'il faut que les financements, même des infrastructures, soient... on n'a pas le terme, qui sont un peu plus réfléchis, qu'on n'aille pas mettre dans des data centers. Je vois par exemple, dans beaucoup de pays, on construit des data centers pour les finances, on construit des data centers pour les télécoms, on construit un data center et sur les fonds publics. Au finish, ça ne sert à rien. Donc il faut mutualiser, il faut réfléchir autrement. Et je pense que par ce biais-là, on peut avoir des financements pour améliorer le numérique dans nos États. Merci. Donc, Ibrahima Noureddine Diagne, vous êtes administrateur général et rapporteur général pour l'Afrique de UNCEFAC, c'est-à-dire le Centre des Nations Unies pour les transactions électroniques. Malheureusement, les hasards des communications ont fait qu'on n'a pas pu préparer, mais j'ai compris que vous aviez deux thématiques à développer, c'est-à-dire celle des financements innovants et des PPP. Merci. Donc, je ne vais pas essayer de me répéter après ce que les prédécesseurs ont abordé, mais je vais insister sur la nécessité d'avoir une stratégie. Parce que je pense que la plupart aujourd'hui des enjeux du numérique, c'est des stratégies. Les financements sont disponibles, on ne cesse de le répéter. Quand on parle de financer l'économie numérique ici, c'est de voir la façon la plus optimale de financer cette économie numérique. Mais ce n'est pas dans une situation où les financements ne sont pas disponibles. Alors, les stratégies, c'est quoi leur point faible en Afrique d'une manière générale? C'est que ça se limite souvent à un papier bien fait par des gens très intelligents et adopté par des gens encore plus intelligents qu'eux. Et par la suite, c'est mis au garage parce qu'il y a un problème de gouvernance. Il y a une transversalité dans le numérique. Il y a plusieurs secteurs, on a parlé tout à l'heure de la santé, l'éducation, etc. Et cette transversalité fait que si vous mettez en place une stratégie numérique, il faut être capable de mettre en place un organe qui peut superviser la mise en œuvre de cette stratégie numérique. Et souvent, cet organe, soit il n'est pas mis en place, soit s'il est mis en place, il a une faiblesse institutionnelle parce que les autorités ministérielles qui existent déjà et qui ont leurs prérogatives ne se laissent pas entraîner par une entité qui serait au-dessus d'elle. Donc, il faut imaginer qu'une stratégie n'est forte que si la gouvernance qui la soutient est également très forte. Et pour cela, il faut l'implication au plus haut niveau. Quels sont les pays aujourd'hui qu'on peut qualifier de réussite dans l'économie numérique? Je vais en citer 3 parce que c'est des pays que j'ai eu l'occasion de visiter et qui m'ont marqué. La Corée, Singapour, l'Estonie. Comment ces pays ont mis en place leur stratégie pour être aujourd'hui je ne vais pas dire des géants du numérique, parce que je ne parle pas de la Silicon Valley avec ces entreprises qui dominent le monde ou de la Chine, parce que c'est des pays qui sont basés sur de grands marchés. Les 3 pays que je viens d'évoquer ne sont pas basés sur de grands marchés, mais c'est des pays qui ont structuré leur économie de sorte à ce qu'elle soit une économie numérique. Alors, comment ces pays-là ont pu structurer leur stratégie? C'est en mettant en place des organes de pilotage et de mise en œuvre qui sont très solides et qui relèvent d'une haute autorité au niveau gouvernemental pour la mise en œuvre. Et à ce niveau-là, il faut dire qu'en Afrique, c'est peut-être là où le bas blesse, c'est que les stratégies sont faites, mais les enjeux n'émanent pas forcément du gouvernement. Il n'y a pas forcément une volonté du gouvernement de faire de l'économie numérique une économie qui va diriger l'avenir des pays. Pourquoi? Parce qu'il y a les urgences sociales, comme partout d'ailleurs, hein.
Voilà, il faut d'abord régler les urgences sociales avant de se projeter sur les générations à venir. Et cela m'amène à parler d'un autre point, c'est la perspective du bailleur par rapport au secteur privé. Les bailleurs de fonds institutionnels ont leur stratégie par contre. Si vous allez à l'AFD, si vous allez à la Banque mondiale, à l'USAID, ces bailleurs ont leur stratégie. Ils savent comment est-ce qu'ils doivent investir leurs fonds pour avoir des résultats qu'ils pourront mesurer et rendre compte auprès de leurs instances de gouvernance. Ça veut dire que si vous traitez avec des bailleurs, vous traitez avec leur stratégie et non avec la vôtre. C'est important pour un pays d'avoir une stratégie et d'être capable de lever les financements qu'il faut pour mettre en œuvre cette stratégie. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, et on le répète toujours, ce n'est pas la disponibilité du financement qui pose problème. Mais un pays qui se laisserait entraîner par les stratégies des bailleurs, qui sont différents, hein, l'Union européenne a ses règles et ses prétentions, l'AFD la même chose, la Banque mondiale. Alors si vous cumulez tout cela, qui sont des stratégies qui ne sont pas cohérentes par rapport à votre propre pays, et vous mettez en œuvre, et chaque jour, dans le journal télévisé de votre pays, on dit l'Union européenne a signé une convention, la Banque mondiale ici et là, vous pensez que vous avez réglé vos problèmes alors que vous êtes en train d'en créer parce que vous êtes en train de nager dans un désordre et finalement, ce ne sera pas facile pour le pays de pouvoir s'en sortir. Alors, je reviens sur la question de partenariat public-privé sur laquelle vous m'avez interpellé parce que c'est en effet un point que je trouve très important aujourd'hui pour le développement de l'économie numérique en Afrique. La plupart du temps, quand on parle de PPP en Afrique, on envisage que le dernier P, qui est le P du privé, est un P étranger. J'ai rarement vu des partenariats publics-privés bâtis en Afrique avec un P local, c'est-à-dire l'État public et le privé aussi local. Souvent, les gouvernements et même les lois qui sont faites pour les PPP sont des lois pour l'investissement direct étranger. Il faudrait que nous revenions sur ça parce qu'il y a des capacités aujourd'hui dans tous les pays africains pour pouvoir opérer des PPP, que ce soit dans la santé, que ce soit dans des services e-gouvernementaux et autres. Je pense que c'est important parce que s'il n'y a pas de champion national, on parle des startups, c'est une chose, mais il faut aussi qu'il y ait des champions nationaux. Si on est dans une économie numérique où il n'y a aucun champion national local, cela peut compromettre l'avenir même de ces économies africaines qui veulent mettre en place ces PPP. Donc des PPP, oui, c'est en fait aujourd'hui la chose la plus simple à mettre en œuvre pour développer l'économie numérique, mais insistons pour que le dernier P soit africain, ou qu'il soit local, ou qu'il soit lui-même un autre PPP avec l'étranger. Mais surtout pas des PPP exclusivement avec un P étranger. Et d'ailleurs, ça ne se fait même pas dans les pays avec lesquels nous traitons. Moi, je regarde le cas de la France, le rapprochement de Alstom et de son concurrent allemand, ben ça, c'est des questions d'État. L'État s'implique et dit non, c'est un pavillon national, Alstom, on ne va pas le brader avec les Allemands, etc. Quand c'est les Italiens qui veulent racheter dans l'industrie maritime, même chose. Mais en Afrique, c'est naturel. Quand on fait des routes, ça doit venir de l'étranger. Quand on fait tout ce qu'on fait, ça doit venir d'ailleurs. Et après, quand on a un journal télévisé et qu'on montre des signatures avec des patrons, ben on est content. Il faut que cela cesse parce que cela ne garantit pas l'avenir du développement de l'Afrique. Et enfin, je terminerai par les financements innovants dont j'ai parlé. Aujourd'hui, pour les startups, parce que ça, c'est un problème qui me tient à cœur. J'ai l'habitude de dire, d'habitude en Afrique, quand une idée naît dans un garage, ben, il y a de fortes chances que cette idée-là finisse dans un garage. Alors qu'on est habitué à dire que dans la Silicon Valley, la plupart des idées sont nées dans des garages et ont pu sortir des garages et dominer le monde. C'est parce que nous sommes souvent dans une logique, comme je le disais dans une conférence, où ceux qui ont des idées n'ont pas d'argent et ceux qui ont de l'argent n'ont pas besoin d'avoir des idées. Et donc, du coup, il n'y a pas cette étincelle qui fait qu'un opérateur qui doit lancer une idée, il trouvera les ressources qu'il faut pour le faire. Il faut que nous arrivions à faire cela et il faut également que nous arrivions à faire de l'Afrique un grand marché unique. Aujourd'hui, il y a la zone continentale de libre-échange qui est en construction pour faire de l'Afrique un marché de 1 milliard. Parce que tout le monde voit l'Afrique comme un marché de 1 milliard, sauf les Africains eux-mêmes. Parce qu'ils sont dans encore leurs égoïsmes nationaux de mon pays, mes frontières, mon drapeau. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Quand on est un pays comme le Sénégal, d'où je viens, de 13 millions d'habitants, dire mon pays, mon drapeau, mon hymne national, ça ne représente rien. Il faut être dans cette Afrique qui se construit, qui bouge,
qui a de l'avenir et qui peut aujourd'hui constituer un vecteur pour le développement des entreprises. Alors, je vais m'en tenir là pour ne pas monopoliser la parole, mais voilà un peu le message que je voudrais lancer dans le contexte du financement. Merci. Merci beaucoup. Fabien Giclet, vous êtes chef de projet numérique au sein de l'Agence française de développement. Alors, l'Agence française, une vieille dame, bouge. Elle bouge, donc effectivement, et puis elle bouge dans le numérique. Donc, vous nous faisiez état des recrutements importants dans votre service numérique, et vous avez effectivement quelque part la manne qui doit venir de l'État, qui va vous donner des moyens d'investir au travers d'un nouveau fonds qui sera cofinancé par vous-même et la Caisse des dépôts française. Donc finalement, traditionnellement, vous voyez un peu sur le numérique, mais pas tant que ça. Donc là, j'ai l'impression que les ambitions sont accrues. Et d'autre part, vous avez aussi traditionnellement des investissements. Enfin, vous investissez dans le secteur privé au travers de votre filiale Proparco, mais vous investissez aussi dans le public, notamment au travers de prêts pour les États. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un petit... comment dire, une petite présentation de ce qu'est maintenant l'AFD dans le domaine du numérique, comment elle peut contribuer à financer plus efficacement les investissements en termes d'infrastructure et en termes d'usage. Merci. Tout d'abord, je voudrais commencer par dire qu'on fait du numérique, pas pour faire du numérique. Enfin, la mission de l'AFD, c'est d'avoir de l'impact, d'appuyer le développement. Et on s'est rendu compte que le numérique, la transformation digitale des sociétés, ça permet d'augmenter l'impact de nos projets. Ça permet d'augmenter l'impact dans le secteur de la santé, on en a parlé tout à l'heure. L'e-santé, ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Dans le secteur de l'éducation, on voit bien en Afrique, l'e-éducation est un enjeu majeur. Et c'est à partir de ce constat-là qu'on s'est dit à l'AFD qu'il fallait qu'on fasse aussi notre propre transformation digitale. Donc on a monté une équipe numérique, et on souhaite à la fois digitaliser nos opérations, que dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans les transports, qu'on fasse effet de levier sur le digital pour augmenter l'impact de nos projets, mais également avoir développé l'activité du numérique pour augmenter l'accès aux télécommunications. Donc, je vais peut-être faire quelques éléments de diagnostic, nous, qui nous ont un peu amenés à nous investir sur le sujet. Déjà, on en parlait tout à l'heure avant de venir, c'est qu'on parlait des tuyaux et de l'eau. En fait, on a eu beaucoup d'actions, de beaucoup de bailleurs de fonds, de beaucoup d'États pour investir dans les infrastructures. Mais ce qui manque actuellement, on le voit bien, c'est les usages, c'est l'innovation, c'est les services. Et c'est vrai qu'on se dit qu'un bailleur de fonds comme nous a un rôle essentiel à jouer dans le développement des usages. Et on a constaté que la faiblesse du développement des usages et des services en Afrique, c'était d'une part le manque de financement, c'est basique, mais faut le rappeler. Le manque de structuration des écosystèmes. Quelqu'un ne voulait pas parler d'écosystème, moi je pense que c'est important. L'innovation numérique, c'est aussi des écosystèmes, des start-upers, des incubateurs, des investisseurs, des écoles, tout un tas de personnes qui se parlent, mais qui ne se parlent pas en fait en Afrique. Et ça, c'est peut-être une vraie problématique sur laquelle nous, on a un rôle à jouer. Et également le manque de formation, le manque de ressources humaines. On a des très bons codeurs dans beaucoup de pays africains, mais ils sont incapables de monter une entreprise, ils sont incapables de faire un business plan, ils sont incapables de parler à un business angel ou à un investisseur. Donc c'est ce premier constat sur le manque de structuration, le manque de développement des services, sur lequel on s'est dit, tiens, nous, on a peut-être un rôle à jouer. Le deuxième, on en a parlé tout à l'heure, c'est assez basique, c'est peut-être le manque de développement des infrastructures, les fractures numériques. Donc les fractures numériques, elles existent en Afrique, comme elles existent en France. Donc des fractures qui existent entre le rural et l'urbain, mais également entre les femmes et les hommes, entre les riches et les pauvres. Et on se dit que les investissements dans l'accès, la diminution des fractures numériques permettra le développement d'une vraie économie numérique.
Et les deux derniers constats, qui sont des constats qu'on partagés par beaucoup d'acteurs, c'est aussi des réglementations, des institutions qui ne sont pas forcément encore tout à fait adaptées. On a parlé des régulateurs tout à l'heure. Et je pense qu'on doit aussi jouer un rôle dans le renforcement de ces acteurs qui permettent quand même un bon fonctionnement de l'économie numérique. Alors, on a mené et on mène quelques actions sur justement la dynamisation de l'innovation. On essaye via nos outils, on a des outils divers, mais via nos outils de financement, de favoriser le développement d'innovations locales qui permettront de remplir ces tuyaux dont je te parlais tout à l'heure. Quelques exemples, on soutient un projet qui nous tient à cœur, qui s'appelle Afrique Innove, qui est un projet de fédération des incubateurs africains. Donc c'est un projet en lien avec l'incubateur français qui s'appelle Bondinov, qui est sur le campus de l'IRD à Bondy, et des incubateurs locaux africains comme le CIPMEN au Niger, le CETIC à Dakar. Et l'idée, c'est de créer une plateforme commune aux incubateurs pour les renforcer, pour qu'ils puissent partager leur savoir-faire, partager leur expérience d'incubateur et permettre à des entrepreneurs de passer par une incubation et d'avoir accès à l'expérience d'autres entrepreneurs à Dakar, en Côte d'Ivoire. On a également développé à travers ce projet des outils de financement. On a parlé tout à l'heure, ce qui manque cruellement aux entrepreneurs en Afrique, c'est les financements. Donc on est en train de développer actuellement un outil de financement d'amorçage qui permet aux toutes premières étapes de vie de l'entreprise de pouvoir se développer, donc des financements de prêts d'honneur. Donc ça, c'est un exemple d'appui qu'on peut faire à la structuration. On a d'autres outils. On a parlé de Proparco tout à l'heure qui soutient le secteur privé dans les pays en développement. Proparco a des outils d'investissement. Donc, on est sur des plus grosses mailles de projet. Mais Proparco peut investir dans des fonds de fonds, voire directement dans des startups. Et ça, c'est un constat qui est partagé par tout le monde. Il manque de financement à l'amorçage des startups en Afrique et au développement des startups en Afrique. Donc nous, par notre mission, on essaye de combler ce rôle. Et enfin, l'un des aspects qui est également important pour le développement de l'économie numérique, c'est la formation et les ressources humaines. On a de très bonnes écoles de télécom, on a de très bonnes écoles d'ingénieurs en Afrique, mais il nous semble qu'il nous faut aussi, qu'il manque un maillon de l'économie, c'est des gens très professionnalisés sur des technologies. Donc des centres de développement, par exemple, de formation au développement informatique, au code. Donc on essaye actuellement de soutenir des initiatives qui permettent de créer des centres de formation au code, mais également de mettre en place dans les cursus des universités des cursus de formation à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important aussi de diversifier et de compléter la formation des ingénieurs et des techniciens par des cours qui permettent de monter une entreprise et de développer des services qui iront ensuite irriguer l'économie numérique. Et je voudrais finir sur un constat global. Je ne vais pas m'éterniser sur les infrastructures, je crois qu'on en a parlé, Jean-Michel en parlera tout à l'heure, mais c'est ce rapport de la Broadband Commission qui était tout à fait éloquent. Vous le regarderez, et il y a un encart qui montre ce qu'on appelle l'effet Matthews. C'est-à-dire, quand tu as payé en retard, il devient de plus en plus en retard. Et ça, je pense que nous, c'est notre rôle aux bailleurs de fonds de contrecarrer cet effet. C'est-à-dire le fait que les pays les moins avancés sur l'économie numérique n'aient pas accès aux dernières technologies comme le big data, l'IoT, le cloud, fait qu'en fait, elles prennent de plus en plus de retard par rapport aux pays les plus avancés comme la Corée, comme Singapour. Et je pense que nous, notre rôle de bailleurs de fonds, de banques du développement, c'est de contrecarrer cet effet qui est, à mon avis, très dévastateur et qui doit être combattu. Merci. Donc, Jean-Michel Huette, vous êtes partenaire chez Bearing Point. J'ai envie de citer l'empereur Vespasien qui disait que l'argent n'avait pas d'odeur.
Mais est-ce que l'argent a une nationalité? Donc, en l'occurrence, on a évoqué les bailleurs de fonds. Je sais que vous avez conduit des réflexions sur l'évolution du rôle des bailleurs de fonds. Il y a aussi la question, effectivement, des financements français. Et donc là, effectivement, Ibrahima nous disait aussi qu'il y a un sujet de financement national et qui peut-être actuellement mérite d'être renforcé. Quelle est votre vue sur ces sujets, s'il vous plaît? Merci. Quand on se pose la question effectivement des financements sur l'Afrique, et financements efficaces, parce que c'était le terme de la question, il y a 3 questions. Est-ce qu'il y a de l'argent? Quels sont les canaux, français ou autres? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a de l'argent? Tout le monde dit oui. Moi, je dirais oui et non. Oui, il y a de l'argent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de liquidités dans l'économie mondiale, mais l'Afrique est clairement sous-financée. Les chiffres sont simples. Grosso modo, le PNB mondial, la richesse produite par tous les pays du monde, c'est 110 000 milliards de dollars. Et l'ensemble du financement de l'économie mondiale, c'est-à-dire quand on prend les emprunts, les crédits, les obligations, les actions, c'est 450 000 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'un point de vue économique, l'économie mondiale est financée 4 fois par rapport à la richesse produite en un an. En Afrique, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que l'ensemble des financements, quels qu'ils soient publics, privés, actions, obligations, prêts, sur l'Afrique, égale au PNB annuel de l'Afrique. Donc c'est encore un continent qui est 4 fois sous-financé par rapport à la moyenne mondiale. Et quand on donne les chiffres en valeur absolue, on dit ouais, c'est énorme, il y a plein d'argent, il n'y en a jamais eu autant, c'est vrai. Par contre, il faut quand même ne pas oublier qu'il y a encore un sous-financement de l'Afrique. Je tenais à le dire parce qu'on a l'impression, quand on écoute cette table et les précédentes, que tout va bien. Je pense qu'on peut aller encore au-delà. Alors après, c'est toujours verre à moitié vide, à moitié plein. Soit on se dit, ah, c'est dramatique. Soit on se dit, il y a encore 4 fois plus d'argent qui peut arriver. C'est formidable. Mais il y a quand même encore un enjeu. Les financements ne sont pas tous orientés vers l'Afrique. Et l'Afrique est 4 fois moins sous-financée que le reste du monde. Ça, il faut déjà le savoir. Ça, c'est la question de l'argent. Après, il y a les différents canaux. Je ne vais pas revenir sur les bailleurs de fonds. Fabien a très bien expliqué ce que faisait l'AFD. C'est des signaux quand même positifs. C'est-à-dire qu'historiquement, depuis plusieurs années, la Banque mondiale finançait de tels projets, aussi bien l'infrastructure, les câbles sous-marins par exemple, un enjeu clé sur l'Afrique, mais également les usages. Et ça a été dit par ceux qui m'ont précédé, la dimension usage est importante. Le numérique, ce n'est pas que de la technologie, ce n'est pas que du câble, ce n'est pas que de la fibre, ce sont aussi des usages. Et donc il y a beaucoup de financement autour des usages, parce que j'ai eu quelques exemples dans le passé, avoir une telle belle terminal station avec 4 câbles de fibre qui sortent et autour rien, ça ne sert à rien. Donc sans le câble, on ne peut rien faire, mais s'il n'y a rien dedans, ça ne sert à rien. Donc oui, il y a un enjeu sur les infrastructures, et de plus en plus, les bailleurs s'engagent aussi à financer des usages, ce qui est un élément important. J'ai entendu beaucoup de gens ce matin me dire l'AFD ne le fait pas. Si l'AFD le fait maintenant, il y a un vrai enjeu. Fabien est là, allez le voir. En bas, il y a Jérôme Gruber, qui est le directeur du numérique de l'AFD. Il dépend directement du DG Rémi Rioux. Et c'est une vraie volonté, aujourd'hui, c'est dans le plan stratégique de l'AFD, de dire on va sur le numérique. Et quand on dit sur le numérique, c'est à la fois cette dimension infra, usage, et aussi ce qui avait été dit ce matin par des panélistes, c'est que le numérique, c'est pas que le numérique. Le numérique influe et touche les autres secteurs. C'est du numérique pour développer l'économie, c'est du numérique sur les questions d'énergie, de climat. Donc bien entendu, on va bien au-delà. Donc oui, il y a les bailleurs de fonds, il ne faut pas les négliger. Deuxième source de financement, ce sont les entreprises. Il y a des investissements directs des entreprises. On en parle assez peu, mais il ne faut pas les négliger. Dans le digital, en Afrique, le plus important, c'est bien sûr Orange, dans les groupes français. Orange investit chaque année, dans le monde entier, dans tous ces pays, 7 milliards d'euros, dont 1 sur l'Afrique. 1 milliard d'euros chaque année d'Orange sur l'Afrique. Je vais citer un deuxième exemple, c'est Atos. Si je cite Atos, c'est pour faire un petit coucou à Yannick Tabanon, qui est le vice-président d'Atos en Afrique, qui est actuellement en Afrique du Sud, et qui suit nos débats en direct grâce au site de CEO Mag, qui me faisait des SMS. Donc comme quoi, quand David ou Mohamedou nous disent on peut suivre sur CEO Mag, ça marche, la preuve, en direct depuis l'Afrique du Sud. Le digital marche vraiment. Et quand je discutais avec Yannick, Atos, donc prestataire de services dans le domaine notamment du digital et des systèmes d'information, aujourd'hui, ils ont un vrai investissement en Afrique. Ils sont dans 9 pays. C'est aujourd'hui un des 5 plus gros recruteurs au Maroc. Et en 2020, il est possible que ce soit le plus gros employeur du pays au Sénégal. Ça aussi, ça compte dans les financements. Et quelque part, c'est aussi des jeunes qu'on recrute, des jeunes ingénieurs qu'on forme, etc. Et qui restent souvent dans le pays, donc qui permet le développement du pays. Donc ne pas négliger aussi l'investissement des entreprises. Et puis troisième grand canal, et là je rejoins ce qui a été dit, qui est peut-être celui qui peut encore plus s'améliorer, c'est le financement privé des fonds
pour les startups, bien entendu, mais aussi pour des sociétés déjà plus établies qui ont aussi besoin de financement. Et là, c'est des financements privés. Sur les startups, vous avez IP Partners, par exemple, qui fait beaucoup de choses dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des fintech, dans l'agrotech, etc. Donc il y a aussi ce troisième grand moment de financement qui est encore petit, et surtout qui est très concentré sur certains pays. Alors je vais faire de la pub, pas pour moi, mais pour l'Institut Montaigne. Voilà, comme ça c'est là. On a fait un groupe de travail à l'Institut Montaigne sur est-ce que nous sommes prêts pour l'Afrique, et notamment toutes les questions de financement. Voilà, il vient de sortir un papier, si vous le voulez, j'en ai qu'un exemplaire, désolé, on en avait déposé une centaine hier, ils sont tous partis. Si vous en voulez, vous me faites signe, je vous en donnerai. On a analysé toutes les questions de financement, notamment ces questions de financement privé. Et un des chiffres intéressants, c'est que l'an dernier, sur le financement privé de start-up, ça a été 400 millions d'euros sur l'Afrique. C'était un record du monde, hein, sur le continent. Il n'y a pas encore de licorne, ça viendra peut-être. Mais ce qui est très marquant, c'est que ces 400 millions, c'est à 95% sur 10 pays. Et les 2/3, c'est 3 pays. Et sur ces 3 pays, ils sont tous anglo-saxons. Vous êtes un pays francophone dans l'Afrique de l'Ouest, ben vous n'êtes pas dans le top 10. Ce qui est une bonne nouvelle, en fait. Alors, pas pour 2016, mais ça veut dire, et ça c'est le discours que me tiennent des investisseurs privés, de dire, mais donc ça veut dire qu'il faut qu'on investisse sur des startups en Afrique de l'Ouest francophone, parce que là, on n'aura pas nos concurrents, entre guillemets, investisseurs anglo-saxons. Donc attention, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'investissements dans les startups, on va dire francophones, Afrique de l'Ouest, en 2016, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2017-2018, les investisseurs privés se disent il faut qu'on aille là. Donc vous voyez, ces mouvements aussi de flux sont aussi importants. Et puis la troisième question, c'est la question de l'efficacité. L'efficacité, c'est une vraie question, hein. C'est le terme du jour, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a de l'argent, il y a plein de modes pour en avoir. Encore faut-il que cet investissement soit efficace. Hélas, aujourd'hui, il y a plusieurs raisons pour rendre inefficaces des investissements. C'est bien beau d'avoir des financements, mais si derrière ça ne donne pas de résultats, ça ne sert à rien. Une des raisons d'inefficacité, ça a déjà été évoqué ce matin, c'est les questions des taxes, des impôts. Je suis partisan, je vais peut-être me faire lyncher en disant ça, que les entreprises et les particuliers soient taxés. Et un des gros problèmes de l'Afrique, c'est qu'il y a une sous-taxation, au sens où, grosso modo, la pression fiscale, c'est 15-20%. Mais en fait, c'est concentré sur quelques personnes ou quelques entreprises qui sont très taxées. Parce qu'il y a l'informel, parce que c'est très taxé à l'export, dans les télécoms, on l'a cité. Ce qui est un vrai souci, parce que derrière, moins de budget d'État, donc moins d'investissement, moins de routes, moins d'écoles, moins de santé. Donc ouais, c'est un cercle un peu vicieux. Donc plus les États africains pourront, quelque part, prendre des impôts, je sais, je ne vais pas me faire que des amis ici, mieux ça sera aussi pour globalement le continent. L'inconvénient, et c'est des exemples qui ont été cités, c'est que des fois, il y a des taxations qui vont tuer des capacités à aller chercher plus d'impôts. L'exemple typique, c'est le développement des services de paiement mobile. Les services de paiement mobile se développent beaucoup, et au-delà du Kenya, qui n'est pas le seul exemple intéressant, mais un des freins, c'est que c'est beaucoup du transfert d'argent de personne à personne, et un peu moins de « je paye un commerçant ». Et pourquoi? Ce n'est pas que les gens n'ont pas envie de cet usage, c'est que les commerçants, dans beaucoup de pays africains, freinent des cas de fer, parce que qui dit paiement mobile dit ça peut être traçable, donc je peux payer des impôts en tant que commerçant. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des États qui commencent à mettre des incentives en disant on ne va pas regarder ce qui passe par paiement mobile, on fera peut-être ça dans 5 ans, c'est autre chose, mais si on commence déjà à taxer, alors ce n'est pas le particulier, c'est les commerçants dès le début de l'usage, et l'usage ne se développera jamais. Donc dans la politique fiscale, c'est un vrai enjeu. Il est important que les États aient des budgets, ça, je ne remets pas ça en cause, par contre, il faut les mettre au bon endroit. Bruno Mettling avait donné un exemple intéressant de ce qui s'est fait au Niger cette année. Oui, taxons, mais taxons intelligemment et au bon endroit. Les États, avec les impôts, ont un moyen à la fois de récolter de l'argent, mais aussi de pousser des vrais usages numériques, et donc de rendre les investissements financiers efficaces. Donc attention, la fiscalité, ça peut être efficacité ou inefficacité. Deuxième grande question, c'est, et là ça a été évoqué par mes prédécesseurs, et je suis entièrement d'accord, la question de la mutualisation. Il y a un enjeu à ne pas faire que des politiques nationales. Vous avez étudié l'ego national, je crois. C'est un vrai enjeu. Et moi, je suis convaincu, mais ça pourrait être presque une conférence, un débat en lui tout seul, que mutualiser les investissements sur plusieurs pays, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, ça a un vrai gain. Et hélas, aujourd'hui, on est souvent sur des investissements que nationaux. Et donc, finalement, c'est des investissements moins efficaces. C'est aussi vrai que ce soit des financements publics, bailleurs de fonds, que sociétés privées. Et quand on pose la question de la mutualisation en Afrique, même à des groupes privés que je ne titrerai pas, on m'explique que c'est compliqué, on ne va pas le faire.
Donc c'est une déperdition en termes d'efficacité financière majeure. Et puis enfin, et je terminerai par là, troisième source d'inefficacité, je ne vais pas encore me faire des amis, c'est la problématique de certains financeurs, on va dire, qui profitent de, comment dirais-je, l'intérêt court-termiste de certains pour engager financièrement certains pays dans des difficultés dans 5 ou 10 ans. C'est ce que j'appelle la dette Huawei. Ceci n'étant qu'un exemple. C'est à savoir, vous m'avez compris, un certain financement, notamment, ce qui est typiquement le cas des entreprises chinoises, qui quand même aujourd'hui est de plus en plus contesté pour une raison très simple, c'est que leur modèle c'est de dire vous allez m'acheter, alors je prends l'exemple dans les télécoms, la mise en place de la fibre, Huawei, d'un SI, Huawei, etc. Rassurez-vous, grâce à la Bank of China, vous allez avoir un crédit acheteur, pas fournisseur, acheteur de 20 ans, les 5 ou 10 premières années vous ne payez pas, et après il y aura un crédit à peu tôt à la 10e année. Alors le souci quand on fait ça, c'est qu'en face de vous, la personne qui prend la décision se dit moi dans 5 ou 10 ans je ne serai plus là. Que ce soit secteur public ou entreprise, je l'ai vu dans les 2 cas de figure. Donc quelque part c'est tout bénef. Je vais avoir le développement, je vais pouvoir annoncer qu'on va mettre de la fibre, etc., qu'on va faire une super offre, et puis c'est mon successeur dans 10 ans qui va payer. Alors sur le coup c'est très bien, on peut faire des beaux effets d'annonce, sauf que c'est une dette qui est en train de s'accumuler. Alors elle peut être souveraine ou non, parce que des fois ça passe par des véhicules entreprises publiques, mais c'est un vrai danger. Parce que effectivement, au début on dit c'est super, il se passe plein de choses, sauf que c'est la demi-génération suivante, 10 ans après, qui va avoir à payer. Avec la difficulté, c'est que comme la qualité de service ou la qualité des infrastructures n'est pas là, il va peut-être falloir payer 2 fois. C'est-à-dire payer, rechanger les fibres, parce qu'il va falloir le faire, et puis payer aussi ce qu'on doit à Huawei 10 ans plus tôt. Il y a quelques pays africains où le problème commence à se poser. Je pense à la Namibie, je pense à la Tanzanie ou autres. Où aujourd'hui, on a ce problème de dette. Et quelque part, là, on y vient à une question d'efficacité du financement, et qui est clé. Parce que si on a un financement sous une dette pour une prestation qui n'est pas là, mais qu'un jour il faudra payer, on est en train de dire 2017 ça va être génial, mais 2027 ça peut être problématique. Donc voilà, mon discours est plutôt positif, il y a de plus en plus d'argent, il y a de plus en plus de véhicules, mais attention, il y a encore plus d'argent qui pourra aller sur l'Afrique, donc ça c'est aussi des invitations personnelles à investir sur le continent parce qu'il y a de superbes choses à faire, et puis attention aussi, il peut y avoir des effets de bord négatifs sur l'efficacité de ce financement. Merci Jean-Michel. Donc, si j'ai bien compris, on a encore 5 minutes, c'est ça? 5, 4. Oh là là, c'est dur. Alors, 4, on peut quand même prendre quelques questions. Donc, bonjour, Redouane El Aloui, délégué général de 10 000 codeurs et chef d'entreprise au Maroc à Casablanca. En fait, vous avez parlé de financement d'infrastructures. Qui dit financement dit forcément rentabilité. Donc la dernière remarque que vous avez faite, notamment sur l'efficacité, parce que ceux qui financent vont vouloir certainement, comme vous l'avez dit, attendre plus tard ou avoir une rentabilité très rapide, ce qui va tuer un petit peu la croissance de l'économie numérique. Et dans cette croissance économique, il y a quand même un acteur qui est quand même important, ce sont les entreprises, ce sont les particuliers qui payent, je dirais, pour effectivement avoir cette rentabilité. Donc comment garantir en fait ces prix pour avoir des prix corrects, je dirais, pour ces entreprises, ces particuliers qui sont consommateurs, tout en rassurant bien entendu les bailleurs de fonds. C'est vrai que il y a un jeu d'équilibre, mais qui peut jouer ce rôle-là. Puisqu'effectivement, il faut aller chercher ces bailleurs de fonds, demander à investir, mais en même temps assurer un prix qui est correct. On le voit dans l'Occident, le coût de la connexion Internet est très intéressant, ce qui permet de faciliter, de développer rapidement les accès, enfin les applications mobiles, etc., la monétisation, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, de ce que je comprends dans le débat, il y a quand même un dilemme. Il y a quand même quelqu'un, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est un organisme, je ne sais pas, mais qui pourra effectivement jouer ce rôle. On va demander à Luc l'opposition de l'État congolais sur ce sujet. Non, si on peut répondre en 30 secondes, il nous reste 2 minutes. C'est une bonne observation. Pour moi, je pense qu'il il doit y avoir un acteur qui pousse le secteur et ça doit être l'État en la modernisation de l'administration publique qui facilite en fait les entreprises comme les vôtres à pouvoir dématérialiser la chaîne de recettes, de dépenses, de formalités administratives et tout. Et je pense que quand l'État se modernise et dématérialise ses procédures,
les entreprises suivent et derrière, vous aussi avec les clients, faites la même chose. Voilà rapidement si je peux résumer cette question. Et en un seul mot, pour aller dans votre sens, oui, l'État, et l'État a aussi un autre rôle dont on a peu parlé, c'est d'essayer de structurer le système bancaire, au moins local, pour aider les TPE, PME, qui sont quand même aujourd'hui en Afrique les grandes oubliées des financements. TPE, PME locales, bien sûr. Oh, ok, donc vous parlez de création de valeur, tout simplement. Et à partir du moment où on crée de la valeur et qu'on comprend l'écosystème, avec l'aide du régulateur, on peut faire un équilibre, c'est-à-dire repartir la valeur sur toute la chaîne de la valeur. Tout à l'heure, le monsieur parlait de Kirogame, je prends l'exemple rapidement. En fait, dans l'économie numérique, pour les opérateurs, qu'est-ce qui produit le plus de volume? Parce qu'ils ont un problème de relais de croissance. Ils sont sur la data. Ce qui produit le plus de volume, c'est la vidéo et les jeux. Donc, que les opérateurs africains n'ont pas compris que Kirogame leur apporte du business, ce n'est pas normal. Et le régulateur devait intervenir pour dire, OK, il va apporter du business. 2 gigas, 3 gigas par personne, il faut le rétribuer sur l'accès de la data, tout simplement. Bien, je sais, là, c'est fini ou... Alors, une question, c'est la dernière. Alors, on va prendre une question vraiment précise, rapide, une réponse précise et rapide. Voilà, une question précise et rapide qui s'adresse à M. Diane. Tout à l'heure, il a parlé du passage des idées Pouvez-vous des garages, monsieur au passe des garages, disons quoi, au lieu que les idées restent des garages à garage. La question que je vais lui poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sortir ces jeunes pousses qui commencent dans les garages pour aller vers l'extérieur. Je pense que ça appelle une politique volontariste. C'est-à-dire, on a de petits marchés. Il faut que les secteurs privés, notamment bancaires, fassent confiance. On en a parlé à l'ouverture avec le président Touré. Il n'y a pas de confiance aujourd'hui aux jeunes pousses. Et là, il faut que l'État mette en place des mécanismes pour pouvoir garantir cette confiance et permettre à ces jeunes pousses de sortir du garage. Parce que c'est deux choses. C'est le marché. Donc, un marché de 10 millions, 15 millions d'habitants ne peut pas permettre à une entreprise d'exploser. Aux États-Unis, ça arrive parce qu'on est 300 millions de consommateurs. Et après le marché, c'est la confiance. Ce sont les deux points qui, à mon avis, peuvent permettre de sortir du garage. Oui, mais tout à l'heure, vous avez parlé de Singapour. Moi, je connais aussi Singapour. Donc, là où on facilite le développement, je vais dire, économique au niveau des jeunes pousses, vous arrivez à avoir ce qu'on appelle à peu près de comptoir d'investissement. Ou quand vous avez des idées, des projets qui sont intéressants, et vous vous présentez, et si votre projet arrive à avoir l'aval de votre sponsor, parce qu'il n'y a pas de sponsor, si vous arrivez à avoir l'aval de sponsor, mais directement, on facilite votre amorçage. Donc vous avez des fonds. Et ce qui est en Afrique, ça ne se fait pas. J'ai accompagné des jeunes pousses en Afrique. Déjà, si vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas une grande entreprise, vous n'avez même pas accès à ce qui est administration. Chaque fois que vous vous présentez, vous avez des portes qui sont fermées. Et malheureusement, c'est ça le frein qui empêche ces gens de progresser. Oui, on va arrêter là. La réponse, elle a été très précise. Il fallait une politique volontariste. Et nos panélistes ont bien expliqué que les mécanismes de financement devaient permettre l'accès au financement aux start-up. Je pense que le panel a été très clair sur tout ce qu'il fallait faire. Et ces propositions devront donc figurer dans les éléments qui vont servir de base à la discussion d'Abidjan. Voilà. Monsieur le modérateur. Oui, enfin, le débat ayant été très riche, je ne me risquerai pas à le synthétiser, mais on voit quand même que même si l'Afrique est un nouvel Eldorado numérique, le financement des projets ne va pas de soi. On voit bien qu'il y a un certain nombre de freins en termes de régulation, en termes de taxation, on a des freins en termes d'endettement, de risque d'endettement qui existent. Il y a aussi un sujet qui est bien remonté, c'est le risque de silos. Et donc le fait que, quelque part, un des maîtres mots, c'est la mutualisation des investissements dans un même secteur, voire même entre différents pays. Donc ça, c'est quand même un point important. Et donc, pour la suite, je dirais que la question qui se pose, c'est le rôle de l'État dans tout ça. Donc, Ibrahima, vous avez souligné le besoin qu'il y ait un organe, même si on est, malgré tout, on voit bien que les statistiques nous disent que c'est quand même, malgré tout, ça va être surtout une affaire privée.
il va falloir quand même quelque part que l'État fixe les règles et dise clairement ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire, ce qu'il va financer, ce qu'il ne va pas financer. Donc ça, c'est pas. Donc ça, il y en a pour 10 ou 15 ans pour trouver des solutions. Très bien. Eh ben, je pense qu'on peut les applaudir.